ما شاء الله. بإذن الله. بسم الله بسم الله. يتنحوا بإذن الله. Bonjour tout le monde, bonjour à nos invités, Sahaf Tolkom. Donc, il y a avec nous aujourd'hui Oustad Larbi Zoumiya. Bonjour, c'est Larbi, Wouchrak, Sahaf Tolk. Aïchik Rahmadik, salam alaikum. Je salue les invités. Voilà. Merci pour votre présence. Il y a avec nous Oustad Ammar Mohamed Amer. Bonjour, c'est Ammar. Salam alaikum, Aziz Laoun. Vous m'entendez? On vous entend peut-être un peu faiblement, mais on vous entend. D'accord. Voilà, là on vous entend. Je pense que on verra. Donnez-moi 5 minutes, le temps de stationner parce que je. Non, ça attendait 5 minutes, pas plus. Pas de souci, pas de souci, ça pas de souci. D'accord. Il n'y a pas de problème, on est voilà, au direct. Voilà, les aléas du direct, il n'y a pas de souci. Alors, il y avait Oustad Nadjar qui devait être avec nous. Malheureusement, il a un empêchement, des problèmes de connexion et on regrette pour la deuxième fois de ne pas l'avoir avec nous sur un sujet important qui est justement la direction de la révolution, qui est issue du congrès de la Soumam avec, voilà, on a fait plusieurs conférences historiques sur justement le congrès de la Soumam pour essayer de comprendre ce qui s'est joué à cette période-là et essayer de bien comprendre cet épisode historique pour pas nécessairement, je dirais, écrire l'histoire, c'est pas notre rôle, mais en comprendre la substance pour pouvoir comprendre ce qui a été les grands événements, les grands challenges qui ont été accomplis pendant cette période-là, et parfois aussi des erreurs, et éviter de cette manière-là peut-être un certain nombre de travers qui sont celles d'hommes sous une pression énorme, sous un défi énorme qui est d'arracher l'indépendance, et celle d'un système de contraintes, d'urgence qu'il a fallu que ces grands hommes gèrent voilà, et travaille avec ces difficultés-là pour pouvoir arriver à arracher l'indépendance. Donc, alors, en attendant que ces Ammar nous rejoignent pleinement, voilà, c'est la dernière fois, on a fait un petit échange avec voilà, avec nos amis. Donc, il y avait notamment le frère de Abbas Lagharour, Salah Lagharour, sur ce qu'a été le CCE, quel a été son rôle, ses responsabilités, rappelant que le CCE est un organe qui a dirigé la révolution issue du congrès de la Soumam, qui était un organe collectif, fondé par ce congrès-là, dont 5 ont été désignés membres, donc un organe collectif de direction de la révolution. Cet organe a été revu, puisqu'on a parlé de la réunion du CNRA en août 1957, où certaines personnes, notamment Abad Ramdan et Ben Khedda, ont quitté, et Dahleb ont quitté le CCE, et à ce moment-là, il y a eu 9 nouveaux membres du CCE. Au-delà des personnes, il s'agit de comprendre aussi le rôle qu'a pu jouer le CCE, la direction de la révolution, qu'est-ce qui était attendu de la révolution et de cet organe de direction, sachant que la révolution était aussi et surtout dans les wilayas, à travers une organisation des wilayas. Si vous pouvez juste voilà, nous donner votre impression sur ce qu'a été le rôle peut-être avant 57 et après 57 de cet organe de direction de la révolution. Écoute, les gens parfois nous demandent de parler en arabe. Bien sûr, bien sûr. Je vais mélanger. De toute manière, bon, ça dépend. Congrès de la Soumam, لجنة التنسيق والتنفيذ للثورة donc بعد مؤتمر الصومام. Juste مؤتمر الصومام, c'est la mission est de superviser la révolution, de gérer la révolution. C'est en quelque sorte c'est
le premier gouvernement de la République algérienne. C'est-à-dire, c'est l'exécutif, à peu près, d'un parlement qu'on appelle le CNRA. Donc, c'est l'exécution et des décisions émises par le CNRA. Seulement que le CCE, juste en août 1956, donc le départ d'Omran fin 56 pour faire ce qu'on appelle l'éclaireur en Tunisie à cause des armes, il y avait les arrestations, ça a commencé après les arrestations et surtout l'arrestation de Ben Mehdi en février 1957. Et puis sa mort et son assassinat en mars 1957. À ce moment-là, donc, on peut dire intérieurement, il y a l'éclatement des CCE parce que tout simplement, les gens étaient contraints de quitter. On a parlé la fois passée, M. Le Ghorour avait c'était pertinent ce qu'il disait, même si on ne détient pas suffisamment d'informations sur la migration, sur ce qu'on appelle le départ du CCE, vers l'extérieur, vers la Tunisie et vers le Maroc spécialement, alors que le CCE prônait déjà la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. La primauté de l'intérieur sur l'extérieur, ça veut dire que le CCE, c'est ce qu'on appelle la structure opérationnelle de l'intérieur, donc du combat intérieur de la révolution algérienne. À ce moment-là, donc, il y avait des problèmes parce que pour s'installer, il s'agit d'hommes, il s'agit d'un nombre de 5 personnes, je pense, au premier CCE, donc ensuite reconverti en 9 membres. Il y avait certains problèmes. Le problème principal, c'était ce qui s'est passé en juillet 1957. Juillet 1957 avec ce qu'on appelle l'exécution des 17 éléments de la wilaya, globalement de la wilaya 1. Et ce qui s'est passé aussi, justement, la mutinerie presque, les tiraillements à peu près, si on peut résumer ça, ce qu'on appelle l'affaire Mahsès. Donc, il y avait des dissensions au niveau du CCE, mais on peut dire à un moment donné que la révolution obéissait presque à la libre initiative, à la libre entreprise. Il reste l'élément fondamental qui posait problème, qui a beaucoup posé problème, c'est les armes. Les armes, il y avait un problème d'armes. Il y avait un problème d'armes aussi, parce qu'on ne peut pas aussi imputer... est-ce que c'est correct? Oui, on vous entend, c'est l'abbé, on vous entend. Donc, le problème fondamental, à peu près, qui était la tension permanente, c'est aussi les armes, alimenter la révolution en armes. Et on a vu ce qu'on a vu, et certains écrits parlent de Abban qui s'est venu en Tunisie pour régler le problème d'armes. Je ne sais pas sous quel angle on évalue ça, je ne sais pas quelles étaient les capacités d'Abban par rapport aux autres, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait, mais de toute manière, on peut dire que la première mission, même la première mission du CCE à peu près, en tant que structure, la première mission est déjà de doter à peu près la révolution d'une élite, d'une direction. Voilà, c'est ça la première. Donc, sur le plan structurel, sur le plan de la composition, sur le plan de l'organigramme. Maintenant, il y a des gens qui ont des avis différents, il y a des gens qui estiment qu'il y avait un échec du CCE, et CCE, il faut mettre dans la tête que CCE a été reconverti en 9 membres, et puis c'était en septembre, je pense, 1958, sa fin a été juste c'est-à-dire la fin du CCE, ce qu'on appelle la dissolution du CCE et le remplacement par GPRA, a été faite juste par une conférence de presse animée par Farhat Abbas. Et je ne sais pas de quelle forme ça a été fait, je ne sais pas la désignation de Farhat Abbas, je ne peux pas exactement, je n'ai pas beaucoup de détails, sinon on va tomber dans des problèmes je ne sais pas, de jugement. Donc, c'était la fin du CCE et c'était Farhat Abbas
Farhat Abbas, qui est devenu président du GPRA, donc une structure qui doit activer sur le plan international, engager des actions diplomatiques, et aussi donc la télévision égyptienne a repris la conférence de presse. En même temps, c'était Krim qui informait aussi la création du GPRA au niveau de Tunis, et puis c'était les États asiatiques et africains qui ont reconnu ce gouvernement provisoire de la République algérienne. Voilà ce qui, grosso modo, c'est les idées que j'ai à peu près sur cette phase-là, bien qu'il est difficile, il est périlleux aussi vu les éléments à peu près, vu le manque d'éléments à peu près, parce que la révolution aussi n'a pas beaucoup de documents. La révolution, il y a un problème aussi, un problème qui est récurrent, c'est que justement, la révolution, quel document, quelle référence, quelle déclaration. Généralement, les écritures ou les livres à peu près reposaient presque sur des témoignages. Sur des témoignages des gens qui ont dit ceci, cela, plus l'implication auprès de gens extra. Donc la révolution est devenue l'affaire de tous, l'affaire de tout le monde. Elle n'a pas obéi ce qu'on appelle à la lecture académique, au travail académique, parce qu'il y a une défaillance aussi de l'université, des facultés d'histoire aussi, et le tiraillement politique, idéologique et dogmatique a fait en sorte à ce que chacun chante sur son registre. Voilà. Merci Serarbé. Justement, on a avec nous Ammar, qui est un historien, qui fait un travail formidable, tant en termes de méthodologie qu'en termes de promotion d'un regard, je dirais, critique sur un certain récit historique. Ammar, justement, voilà. Il y a Serarbé qui nous a éclairé sur certains épisodes de cette histoire du CCE. À votre avis, on en a un peu parlé la dernière fois, واش كان الدور تاع هاد اللجنة il faut voilà l'étymologie comité de coordination et de suivi et d'exécution pardon. Et donc c'était un comité qui a priori coordonner et exécuter des décisions qui a priori étaient prises. Est-ce qu'elles étaient prises au sein du comité? Est-ce qu'il y avait un organe un peu plus, je dirais, qui était le CNRA, qui finalement prenait les décisions stratégiques et chargeait le comité de coordination et d'exécution de les mettre en œuvre? Quel était le rôle, à votre avis, du CCE? On a un peu parlé de 56-57 et puis aussi du départ vers le Tunis en 57. Comment vous voyez un peu le rôle qu'a joué le CCE? Merci encore une fois pour l'invitation. Merci à vous. Oui, M. Larbi Zouaimia a bien dit et a bien résumé le statut du CE. C'était le premier gouvernement de fait de la révolution algérienne, 2 ans après le 1er novembre. D'accord? Donc, c'est un exécutif qui a été créé par le FLN moins de 2 ans. Moins de 2 ans après le 1er novembre. C'est important de le noter. Maintenant, il était créé dans ce que moi j'appelle la période du romantisme révolutionnaire. C'est-à-dire on crée des structures, je parle du congrès de la Soumam, des structures très importantes. Hein. On organise l'ALN, on crée un parlement, le CNRA, et on crée ce CE. Donc là, on était dans le romantisme révolutionnaire, c'est-à-dire on a créé un État dans l'État, Mais l'après 56, ce que j'appelle moi, on va rentrer dans une période de la réalité, du terrain, plus dur que les premières années. Je m'explique. Tout de suite, on voit que les décisions de la Soumam sont contestées par une partie du FLN, notamment Bembella et Boudiaf. On voit les problèmes qu'il y a eu en Tunisie. M. Zouaimia en a parlé, l'affaire Mahsas et bien sûr l'affaire des membres de la Wilaya 1, la zone 1 qui vont devenir la Wilaya 1. Donc on rentre, on a créé des outils qu'on pensait très fiables, mais dans la réalité, le Parlement du FLN,
n'a pas siégé au congrès de la Soumam. C'est au congrès de la Soumam qu'on a décidé qu'il va y avoir un parlement, le CNRA, avec 17 permanents et 17 suppléants. Mais ce parlement n'a pas siégé ni en 56 ni en 57. Parce qu'en 57, le CNRA du Caire d'août 57, vous savez que c'était en pleine crise, donc la sortie des CCE et bien sûr l'affaire Abdel Ramdan. Donc le CCE va passer de 5 à 12 et il y aura d'autres personnes et on va abolir, si on peut dire, les deux principes, la primauté du politique sur le militaire et l'intérieur sur l'extérieur. Donc vous voyez, à la Soumam, on était dans le romantisme. Ça veut dire la priorité de l'intérieur sur l'extérieur. Mais dans la réalité, ce principe n'a pas marché. Parce que même pas quelques mois après, le CCE va quitter l'Algérie. Deuxièmement, la primauté du politique sur le militaire. Là aussi, ça n'a pas marché. Parce qu'au Caire, en 57, ça va être des chefs militaires. Krim, Bosso, Bantobel, Ouamran et Mahmoud Sherif, qui vont être les vrais chefs du FLN. Donc, ce que je veux dire, que le CCE né dans une euphorie politique et révolutionnaire va être confronté à une autre réalité, la bataille d'Alger. Donc, et là, moi, je ne dirais pas que c'est un travers. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous Oui, entend. oui. Tout à l'heure, vous avez utilisé le mot travers. Non, je ne dirais pas. C'était des décisions, des appréciations à un moment T. Là, on était en Algérie, un congrès en plein maquis, avec la quasi-totalité des états-majors du wilaya, la quasi-totalité, sauf celle de la wilaya 1. Et là, on a créé des institutions dignes d'un État ou d'un parti qui a 50 ans, alors que le FLN n'avait même pas 2 années. Et là, Njar n'est pas là, j'aurais aimé discuter avec lui par rapport au messalisme, par rapport dans la déclaration de la Soumam, on voit bien qu'on parle de beaucoup de choses. Et donc, alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette direction va complètement changer en août 57, mais c'est elle qui va diriger. Et à partir d'août 57, ils vont rentrer dans une autre étape avec la départementalisation, c'est-à-dire ils vont diviser le CE en portefeuilles, l'armée pour Krim, les liaisons générales pour Boussouf. Donc, on va départementaliser le CE. Donc, c'est un prélude on ne voulait pas directement passer un gouvernement parce que je pense, après la Soumam, on va réfléchir, on va un peu faire l'analyse, la lecture de ce romantisme révolutionnaire. Donc, on va essayer de faire de prendre des décisions plus terre à terre, si on peut dire, plus prosaïques, c'est-à-dire قرارات التي تأخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي والعسكري وأيضا الدبلوماسي. Donc après, pourquoi le GPRA en 58, et comme l'a dit tout à l'heure M. Zouaimia, un passage comme ça sans passer par le CNRA, qui était quand même une institution importante, le Parlement. Le Parlement du FLN ne va jouer son rôle que qu'en décembre 59, janvier 60 et après. Mais avant cette date, il était entre parenthèses. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que il s'est passé quelque chose d'important en France et en Algérie, c'est l'avènement de De Gaulle. L'avènement de De Gaulle, mai 58, et là, le FLN va... vous savez, le FLN, c'est un parti très pragmatique, très pragmatique, parce qu'il était constitué de compétences, de personnalités bien formées, très bien formées,
qui viennent de tous les bords. Donc, vous avez les ulama, vous avez le PPMTLD, vous avez le Parti communiste, vous avez l'UDMA. Donc, on voit bien. Et pourquoi Farhat Abbas? Parce que, et là, on voit ce pragmatisme du FLN. On voulait opposer à De Gaulle, qui est une personnalité très importante pour les Français, et non une personnalité politique. Donc vous voyez, malgré que après Farhat a été critiqué, il y a des archives que j'ai eu l'occasion de voir il y a plus de 10 ans, quand les archives en Algérie étaient un peu ouvertes. C'est des critiques très acerbes contre Farhat Abbas, et malgré ça, le CCE va désigner Farhat Abbas comme premier président du GPR. Merci, Siamar. Sujet fondamental que vous avez abordé, puisque vous mettez l'accent sur la bataille d'Alger. Justement, je lisais dernièrement un ouvrage du maire d'Alger, Jacques Chevalier, son ouvrage « Nous, Algériens », où il donne son point de vue. Alors, c'est un ouvrage qui a été écrit au moment où il quitte l'Algérie pour la France, juste avant l'arrivée de De Gaulle, et il cite justement quelques épisodes historiques. Bon, sachant que vous avez parlé de Sinjar, donc on regrette de ne pas avoir avec nous, puisqu'il nous aurait donné quelques éclairages, vu, je dirais, les rapports difficiles entre le gouvernement Mendès France, Guy Mollet, Jacques Chevalier et justement le mouvement messaliste, et comment, quelque part, Jacques Chevalier jouait un rôle, je dirais, de conciliateur, de celui qui représentait globalement des libéraux, des modérés, qui parler d'autre chose pour les Algériens que ce qu'on pouvait lire dans je dirais, la littérature colonialiste habituelle. D'ailleurs, Abdelghani, le 1er octobre 1954, parle du représentant du néocolonialisme avant le 1er novembre. Jacques Chevalier serait, d'après Abdelghani, qui avait écrit ça dans le journal du MTLD, avait traité Jacques Chevalier du représentant du néocolonialisme. Alors, justement, il y a des épisodes sur la bataille d'Alger, et c'est l'Arbé, justement dans l'ouvrage, je découvre, je l'ai lu dernièrement, qu'il cite une volonté de Ben Ramdan de contacter Jacques Chevalier juste après l'arrestation et donc l'assassinat de l'Arbé Ben Mehdi. Juste avant de quitter finalement Alger. Est-ce que c'est voilà, à votre avis, est-ce que le CCE à cette époque-là a tenté une négociation avec ce que représentait à l'époque la prise en main par l'armée de la situation en Algérie, ce que représentait Jacques Chevalier comme intermédiation avec les autorités politiques, puisque Siamar cite bien Farhat Abbas comme un des leaders politiques qui pouvaient notamment faire une action politique et de négociation avec les autorités françaises. Comment vous voyez un peu le rôle du CCE avant l'arrivée du GPRA en termes d'acteurs politiques pour la négociation avec les Français? Est-ce qu'il y a eu justement des contacts, des démarches, au-delà de l'organisation de la Révolution, des démarches politiques pour pouvoir négocier des termes de l'indépendance algérienne? Je n'ai aucune idée concernant les démarches de Ben Ramdan vis-à-vis de Chevalier. Chevalier, c'est une famille qui est venue, je pense, vers 1836 et a acheté un bien du Dey d'Alger, 1833, je pense. C'est l'une des premières familles coloniales d'Algérie. Donc, le fait de dire déjà nous Algériens, ça montrait exactement cette légitimité dans se réclamer Chevalier. ما على باليش بالضبط، أنا على بالي باللي هناك يعني مبادرات على شيفاليي، ولكن رفضت من جميع الناس اللي
وأتذكر حتى بن بولعيد على ما أظن قبل ما يتوفى قال أنه على الذي يريد أن يتحاور معنا أمامه الثورة. Donc, je n'ai pas, tout ce que je sais que le problème du CCE aussi, les dissensions, les divisions ont commencé avec deux personnes. Et parfois, les gens, il y a ce qu'on appelle l'étendue taha, ou le parallèle taha, dans des termes pompeux, en gonflant les événements, en interprétant, en impliquant des gens qui n'avaient rien à voir. المشكل كان مشكل مع بين عبان وبين كريم. même كريم قبل ما يروح لتونس ne venait pas aux réunions à Alger par crainte de ne pas tomber d'accord avec Abban. C'est une vérité. Mais le fait de dire à un moment donné que c'est Boussouf qui a dit, c'est toujours Boussouf qui a arrêté le groupe, le journal, les journalistes تاع المقاومة تاع عبان. هذه ما كاينش منها. C'est Krim qui était derrière cette affaire-là. L'arrestation des journalistes de la revue المقاومة de Abban. Je pense avant que la création de Al-Mujahid, على ما أظن, il me semble. Donc, يعني en termes de date. ولكن le problème تاع السيسي, certes, la révolution algérienne, c'est une révolution distincte. فريدة من نوعها. Parce que généralement, les révolutions, عندهم زعيم, un chef. C'est notre problématique, notre problème. Notre problème principal, c'est que justement, c'est comme si on a créé l'État avant l'indépendance. C'est comme si heureusement, justement, que les Algériens, comme disait Edouard Saïd, faisaient la politique avancée. Ils n'ont pas arrêté le combat jusqu'à cesser le feu. C'est très important. Mais toujours est-il que les gens étaient portés juste à l'hadra et de l'administration قبل la bataille. Et c'est pour cela qu'on a vu la révolution, c'est ce qu'on appelle la libre initiative. Il y avait des batailles qui s'organisaient, il y avait des batailles qui s'opéraient à l'intérieur, et il y avait aussi une chicane idéologique, dogmatique à l'époque, il faut dire la vérité. Donc les gens qui ont dit que la révolution algérienne aussi reste énigme, elle est énigme, ça. Mais toujours est-il aussi, elle est énigme aussi, parce que tout simplement, elle a pu aussi avoir ce qu'on appelle des résultats, la révolution algérienne. لذلك نقولوا احنا ساعات انه وعلاش احنا مش نازم الثورات الاخرى. Nous n'avons pas de documents. باش واحد يقول لي عندنا des documents, quelques documents, je sais pas comme, mais ما عندناش des documents. Les témoignages, déjà les témoignages des dettes parfois sont contradictoires. Ou le sélectisme du témoignage. واحد 600 كيلومتر على ولا 700 كيلومتر على تونس ياخذ عنده تيمونياج على qu'est-ce qui s'est passé في تونس. Du jamais vu. ولا واحد كيد لا ولايه 5 يتيموني على واش وقع في لا ولايه 1. C'est comme si واحد الباترناليزم تاع l'histoire qui a fait en sorte à ce qu'on peut le dire clairement que les livres كسروا الجزائر. À part quelques-uns qui sont sérieux, qui ont fait un travail, je ne sais pas, en se référant aussi à des sources externes, des sources de l'ennemi, parce que l'ennemi disait des choses. Okay. On peut dire à un moment donné que les livres, الكتب في الجزائر خاصة الكتب التاريخية خربتها وأصبحنا نعرف أشياء اللي هي في الواقع ما وقعتش لأن وقعت ce qu'on appelle l'écriture تاع النخبة des historiens, des intellostellaires, et puisque les gens vous racontent. Justement, c'est un peu le travail des historiens. Là, comme vous dites, vous avez cité parfois des écritures, des récits, des mémoires en fait d'acteurs de la Révolution, et comme vous le précisez très bien, chaque acteur raconte sa mémoire en fait, sa vision, son analyse, son vécu avec parfois une charge autre que celle d'un historien qui, lui, justement, recueille un peu toutes ces récits pour pouvoir essayer d'en tirer la substance. Et justement, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Est-ce que typiquement, on ne peut pas parler de 57 du CCE sans parler de l'assassinat d'Abban Ramdan et finalement du rôle politique que jouait aussi le CCE, puisque, comme le disait Ammar, c'est la primauté du politique sur le militaire qui a été finalement aussi remis en cause avec l'assassinat d'Abban Ramdan. Comment vous voyez, Selarbi,
ce conflit entre, je dirais, une nécessité de faire la guerre, d'organiser la guerre contre le colonialisme et une nécessité d'action politique, d'organisation je dirais, de la mobilisation de la révolution, du financement de la révolution, quand on parle d'action politique, on parle aussi d'action diplomatique, on parle aussi potentiellement de contacts et d'échanges pour pouvoir, ce n'est un secret pour personne, au novembre, il est cité, négocier avec l'ennemi l'indépendance de l'Algérie. Donc voilà, comment vous voyez un peu cette action-là, qu'est-ce qui a pu être entrepris? On parle de contacts entre Ouamran et le gouvernement français dès 1955, à travers Robert Barat, à travers Farhat Abbas, à travers d'autres intermédiaires sur le gouvernement de Guy Mollet. On parle ensuite d'autres contacts, ça c'est le livre de Jacques Chevalier qui en parle, qui a été rédigé en 58, en octobre 58, donc qui est un témoignage à chaud sur la guerre d'Algérie, qui n'est pas un témoignage, je dirais, après coup, c'est un témoignage à chaud, c'est un bouquin qui est sorti en 58. Comment vous voyez un peu le rôle politique à ce moment-là qu'a joué le CCE, au-delà de l'organisation réellement de la guerre, de l'organisation, comme vous dites, de l'administration? Alors, je cite juste un témoignage que je lisais, Ben Mehdi qui rencontrait Ben Bella, et qui Ben Bella avait demandé à Ben Mehdi de voir comment se coordonner avec Boudiaf, qui voulait mettre à la tête de l'organisation armée de la révolution. Ben Mehdi aurait répondu on ne va pas créer une administration de la guerre. La guerre se fait sur le terrain. Est-ce que justement il n'y a pas quelque part quelques conflits entre un rôle de coordinateur, je dirais, de stratège, ou en tout cas avec des rôles à définir d'une suprastructure centralisée qui est le CCE, et finalement le rôle du terrain des gens qui faisaient la guerre, des responsables de wilaya, des djounoud et de toute la hiérarchie dans les zones qui organisaient la guerre avec la France. Comment vous voyez un peu à ce moment-là la difficulté du CCE, comme vous dites, qui a été contestée par certains acteurs de ces wilayas-là? Premièrement, CCE, لازم نشوفوا le territoire. Le territoire algérien est كبير. Donc, l'Algérie, c'est un grand pays. Donc, justement, la gestion du territoire en matière militaire, sur le plan militaire, et sur le plan de la coordination militaire déjà, était difficile. CCE, il n'y avait pas d'état-major militaire de la Révolution, parce que justement, les gens, le groupe qui est venu, qui a déclenché d'une manière illico presto ce qu'on appelle la révolution, parce que justement, tous les gens étaient de PPA, étaient des militants, à l'exception de certains qui étaient à l'os. Mais généralement, c'était le militantisme pacifique, le militantisme pour l'indépendance, dans le cadre d'un parti qui s'appelle le PPA, même s'il a été à un moment donné interdit et puis reconverti en NTLD et tout. Mais la révolution n'avait pas d'état-major. Donc, il y avait certaines emprises à peu près du débat par les politiques, par les militants du PPA. Il se peut que la position de Ben Mehdi, elle était presque à l'américaine. C'est que, voilà, c'est-à-dire, il était anti-bureaucratique à peu près. Il a veillé à ce que la révolution obéisse à ce qu'on appelle un commandement militaire. Ça, c'est surtout dans sa réponse à Ben Bella, paraît-il. Mais CCE, donc on peut pas aussi blâmer les gens. C'était des difficultés, certes, mais leur départ, donc ils étaient obligés de quitter, les membres étaient obligés de quitter en 57. Ils ont commencé à quitter en mars 57 après la mort de Ben Mehdi, l'arrestation puis l'assassinat de Ben Mehdi. On peut dire que la révolution s'est autogérée. Peut-être elle s'est autogérée parce que justement, comme je vous ai dit, les problèmes, surtout les réunions d'Alger avant que les gens quittent, c'est-à-dire des problèmes. Généralement, Karim Belkacem était absent, Dima absent.
parce que tout simplement, il y avait un problème. Est-ce que c'est un problème politique, mais la Belgique? Mais ça a commencé ici, c'est ce problème-là. La deuxième chose, c'est que vous avez parlé de pourparlers, de négociations avec certaines personnes, mais justement, c'est l'offre était quoi? L'offre coloniale était quoi? L'offre coloniale n'était pas l'indépendance. C'est des réformes, des réformettes. Même Chevalier n'a jamais dit même si lui a pris l'initiative de contacter certains membres, je ne sais pas lesquels, peut-être Omran, vous avez dit, mais c'était quoi l'offre exactement? L'offre, c'est pour cela que même si dans la logique du congrès de la Soumam, justement, si à jamais il y aura négociation pour l'indépendance de l'Algérie, justement, le CCE assumera cette tâche-là. Mais l'offre qui a été faite ne reposait pas sur cette c'est-à-dire ne cadrait pas justement, ne cadrait pas en fonction de la demande du FLN qui est justement la création d'un État algérien indépendant. Et c'est pour cela que sur le plan des noms, je ne maîtrise pas qui apparaît. Tout ce que je sais, même si je ne suis pas sûr à peu près de ce que j'ai lu à peu près, mais je peux dire qu'il y avait certaines négociations. Vous avez parlé de ce livre-là de Chevalier, moi je ne l'ai pas lu, franchement je ne l'ai pas lu. Vous avez dit qu'il est paru donc, en 1958, qui expliquait à peu près s'il y a certains contacts avec les éléments du FLN. Mais toujours est-il, il y avait des négociations. Les négociations ont échoué parce que tout simplement, il y avait même des tentatives de négociation 56 au Caire aussi, ont échoué parce que tout simplement, c'était la présentation et les propositions françaises colonialistes ne répondaient pas fondamentalement à l'aspiration, aux demandes, de ce qu'on appelle au plan ou au programme de la Révolution qui instaurait un État indépendant et qui s'appelle la République algérienne. Voilà. Merci, Selarbi. Juste un petit détail, Oui. C'est que certainement la mort de Abban, justement, c'était un grand coup, parce que même si le principe, la mort, c'est-à-dire la personne qui a exigé l'assassinat, il y a une personne qui a demandé l'assassinat, ce n'est pas 100, ce n'est pas 3, il y a une personne qui a dit assassinat, et c'était lui le chef. C'est crime. C'est crime qui était pour l'assassinat, uniquement crime. Maintenant, on dit que crime était le chef. Ici, au Amran, crime, et la présence aussi de la il y a des gens de la Trawa aussi, la présence était contre Abban Meimouch. Tous les gens, tout le schème était pour la sanction de Abban. On va en parler peut-être, c'est Larbi, pour voir Voilà. un peu le rôle au-delà des faits, de la responsabilité. C'est de l'histoire. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas notre rôle. Mais on va essayer d'en comprendre les relents politiques, les conséquences politiques, etc. Donc, c'est Ammar, justement, pour voir le rôle politique du CCE, puisque, comme vous dites, la primauté de l'intérieur sur l'extérieur n'était plus valable du fait de la sortie du CCE à Tunis. La primauté du politique sur le militaire avait été remise en cause au congrès, enfin à la réunion du Caire en août 57. Comment vous voyez à ce moment-là le rôle politique au-delà de l'organisation justement militaire de la guerre? Quel aurait été aussi le rôle politique à ce moment-là du CCE pendant cette période-là? Et notamment, on sait qu'Abban Ramdan était aussi Al-Boudjahed, donc en termes de propagande, en termes de propagande de guerre, hein, et quel aurait été aussi, à ce moment-là, le rôle politique du CCE et les négociations notamment? Je pense qu'il faut revenir à un document. Moi, je ne suis peut-être pas d'accord avec M. Al-Arbi Zouemia, parce que le FLN était un parti très paperassier. On a des tonnes de documents parce que le FLN voulait créer un État dans l'État, donc il était vraiment dans cette projection. Et bien sûr, son modèle, c'est la France jacobiniste même. Donc, il y a des rapports, il y a des textes. La preuve, rapidement, il a un journal, Muqawama al-Jazairi, la résistance algérienne. Après, El-Moujahid. Après, vraiment, et même dans les wilayas, il encourageait chaque wilaya à avoir son propre journal. Donc, on a des documents.
et on a aussi des travaux très pointus sur les wilayas. J'invite ceux qui nous écoutent à voir ce que les travaux de Warda Tangour sur la wilaya 1, Fouad Soufi et Sadr Sallam sur la wilaya 4, Dahou Djerbel sur la wilaya 2, Ali Genoun et Yassine Temlali, la thèse qui a été soutenue même pas un mois sur la wilaya 3, Boudjilla de l'université de Tlemcen sur la wilaya 5, beaucoup de travaux sur la wilaya 6. Personnellement, j'ai fait une thèse sur la crise du FLN de l'été 62 avec beaucoup d'articles, beaucoup d'interventions, beaucoup de... Donc, il y a des travaux nouveaux qui ont renouvelé l'historiographie nationale. Maintenant, revenons à ce document, parce que tout le monde parle du document du 1er novembre, mais il faut le lire, il faut le disséquer. Le document dit clairement, nous ne sommes pas un parti belliqueux. Nous demandons, dès le 1er novembre, le FLN fait une offre de négociation autour de deux principes. L'unité des territoires algériens et l'unité du peuple algérien. Parce qu'il y a eu toute une histoire. En Algérie, il y a des Arabes, des Chaouis, des Mozabites, des Européens, des Juifs. Le FLN, il a exigé de 54 jusqu'à 62 une seule nationalité algérienne. Et tout à l'heure, je ne sais pas si c'est vous, M. Larbi Zouemia, qui a parlé de Palestine. C'est important. Parce que moi, quand je rencontre mes amis palestiniens et qui me disent non, le FLN n'a fait le cessez-le-feu qu'après un accord global, les accords d'Évian, le 18 mars et le 19 mars, cessez-le-feu. Palestine ont fait l'inverse. Ils ont fait le cessez-le-feu, ils sont à la recherche d'un accord politique depuis 1991. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, le FLN, dès le départ, il est dans une, je l'ai dit tout à l'heure, dans une logique de négociation, mais toujours avec un moyen de pression qui est la guerre, qui est la lutte. Mais la lutte multiforme, hein, pas seulement les armes, mais la diplomatie très importante. Vraiment, quand je vois aujourd'hui Wino Salna, et je me rappelle le GPRA, les ministres du GPRA, les envoyés du GPRA, maintenant, pour Abbar Ramdan, là aussi, on connaît très bien l'affaire de Abbar Ramdan. On a le PV qui a été publié par Mabrouk Al-Hussein dans Al-Watan, le PV où on a décidé d'éliminer Abbar Ramdan. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail. Il est dans Al-Watan, le PV publié par Mabrouk Al-Hussein. On a le témoignage écrit de Ammar Ouamran sur cette affaire. Donc, aujourd'hui, on sait très bien ce qui s'est passé avec l'affaire Abdel. Pour le CCE, je pense que le CCE, c'est pas je pense. Après, alors pour Abdel, là aussi, il faut peut-être sortir des mythes. Abdel Ramdan, après le départ, il a perdu de son prestige, il a perdu de son autorité. Donc, on lui a donné le Moujahid, qui était déjà très, très important, le Moujahid, parce que ce n'est pas avec Abdel que le Moujahid et la médiatisation de la révolution avait commencé. Donc, c'est une voie de garage. Et après, la dernière fois, on a parlé sur une des raisons de l'élimination de Abban, l'affaire Al-Harkati, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, le CCE va devenir pragmatique. Comme je l'ai dit, en avril 58, il va, premièrement, sur le plan politique, diviser le CCE en plusieurs départements, mais aussi créer les COM, le commandement opérationnel militaire, un à l'ouest, avril 58, et un à l'est. À l'ouest, c'était Boumediene et l'ancien chef de la wilaya 4 d'Hiles, c'est Sadak, et à l'est, il y avait 4 il y avait tout le il y avait 4 responsables, Menhum Ben Ouda. Donc, on voit bien que... Il y avait Sinasr. Il y avait Sinasr, absolument, c'est Mohamedi. Donc, ils étaient 4 et on voit bien que là, on rentre dans un
organisationnel. Ça veut dire le CCE qui était, comme l'a dit tout à l'heure M. Larbi Zouaimia, un collège, mais là, on a des vrais ministères. Des vrais ministères. Monsieur Karim Belkacem va être à la tête de l'armée et on préfigure ce qui va être le GPRA. Donc, sur le plan politique, il y a un saut qualitatif. Moi, je le dis, le CCE 2, il a été plus efficace que le CCE 1 pour des raisons objectives. Ce n'est pas une critique, c'est un constat parce qu'on est sorti du romantisme révolutionnaire vers le métier de la guerre. C'est-à-dire, en parallèle, il y a eu une radicalisation des Français. L'armée, elle est arrivée avec force, avec violence, avec barbarie, l'armée française, bien sûr. Et là, le FLN, il est rentré dans, si on peut dire, sur le plan organisationnel, dans la réalité du terrain. Merci, Ammar. Alors, vous citez, comme vous dites, le rôle politique de Abben Ramdan dans le CCE qui a été réduit, qui était a priori dans une boîte de garage après 57. Peut-être que c'est intéressant de comprendre qu'est-ce qui faisait le rôle politique de Abben Ramdan juste au moment où il est arrivé, en 55, donc en avril 55, jusqu'à justement son assassinat. Qu'est-ce qui a fait son rôle politique? Comment se fait-il que Abben Ramdan a joué un rôle aussi important pendant la création du FLN? Peut-être que ça nous a, puisqu'on parle de son assassinat, ça nous aidera peut-être à comprendre ce que voulait dire aussi la primauté du politique sur le militaire et qu'est-ce qui s'est joué en 57 au Caire pour que ce principe-là soit secoué, soit remis en cause. C'est Larbi, comment vous voyez, vous, l'ascension, le rôle politique à jouer à Ben Ramdan, sachant que en sortant de prison, il avait passé déjà presque 4 ans en prison, hein, donc coupé de la base militante. Il n'a pas été à Alger. À la base, il était assez dans les Aurès, et puis il connaît bien la Kabylie, il ne connaissait pas Alger. Donc, qu'est-ce qui a fait tout de suite que Abben Ramdan a eu un rôle extrêmement central dans le FLN, et notamment à Alger? On se rappelle qu'il était accueilli par Selardar, et donc comment s'est organisé le FLN? Juste quelques épisodes hein, qu'on peut citer. On cite bien évidemment l'hymne national, on cite avec Moufdi Zakaria, on cite l'UGTA, on cite la grève des étudiants, on cite ensuite la grève d'Alger de décembre 56, pardon, la grève des 6 jours. Est-ce que, voilà, comment vous voyez. Pardon? La grève des 8 jours. Des 8 jours, voilà, tout à fait. Comment vous voyez, si Larbi, voilà, ce rôle-là politique, et pourquoi ce rôle-là, comme disait Si Ammar, a été peut-être vu comme un rôle romantique par certains, et qu'à ce moment-là, le CCE a été plus dans l'organisation de la guerre, proprement dite, que dans l'action politique vue par d'autres autrement. Est-ce que finalement, c'est, comme disait Si Ammar, la radicalisation des Français qui a amené finalement à ce changement, à cette adaptation du CCE à la réalité de la guerre? Juste pour votre invité, un document, je n'ai jamais entendu parler d'un document qui disait que ils ont décidé un document qui parlait de la sentence de la mort. Si. Alors que Omran qui était pour la sanction, Omran et les autres étaient pour une sanction, emprisonnement, je ne sais pas. Omran a dit ça, je ne sais pas quel document. Ils ont signé pour la mort. Bon, on en reparlera à ce moment-là. En tout cas, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas la véracité du document, l'authenticité du document, mais je n'ai jamais su qu'il existe un document qui dit clairement un document, une sentence. C'est-à-dire qu'il faut liquider, il faut la mort pour Abben. Je sais qu'ils étaient tous pour une sanction.
et Abben, contrairement, bon, selon une information que je détiens de ma région, du chauffeur de Bouglès, en octobre 1957, non, pas en octobre, en octobre, juste en octobre 1957, dans un hôtel à Tunis. Abben a été marginalisé dès le scénario d'Égypte d'août 1957, je pense, c'est ça, août 57, quelque chose comme ça. Donc, ce Abben et la rencontre avec Bouglès, contrairement à ce qu'on dit, ce n'était pas parce que la base de l'Est était, c'est faux, ça n'a jamais été Abben voulait faire une contre-attaque, justement, et c'est pour cela que, pourquoi Harkat Idouin al-Bida est mort avec Abben في المغرب. Harkat qui était fait le PPA, qui organisait en 1945 dans les régions de Guelma. Donc, il est en train de parcourir les contrées en vue d'organiser la manifestation de Guelma. Le Harkati est mort avec Abben. Mais Abben, pourquoi il a rencontré Bouglès? Pour que Bouglès, ici, Amara Bouglès, c'est quoi le problème de Amara Bouglès? Amara Bouglès, à peu près, était en Falarbama, il y avait des frictions bien au Amran. Et c'est pour cela que Abben, lorsqu'il a rencontré Amara Bouglès, c'est pour organiser une contre-attaque. Parce que aussi Abben veut diriger la révolution. C'est ça. Bon, bien sûr. Il voulait diriger la révolution. Mais l'avantage aussi de Abben, qu'on oublie toujours, ce n'est pas un Kabyle de Tizi Ouzou, c'est un Kabyle de Shinghom al-Aïd. Donc il connaît. Donc c'est le bonhomme qui عنده علاقات أكثر ويعرف l'Est أكثر, يعرف la région des Aurès, يعرف la wilaya de là où Shinghom al-Aïd et tout, mais يعرف les régions. Donc il avait cet avantage-là. C'est pour cela qu'il s'est distingué à peu près, parce que c'est un gars aussi qui كان يقرأ وكان لاباس به, il était politisé, mais هو باش يعني يروحوا له في تونس على أساس أنه il demandait à voir Bouglès, ce n'est pas parce que Bouglès avait un problème, non, justement. Et on dit que Bouglès lui a proposé pour se repositionner la direction de la base de l'Est. Ça s'appelle système. Mais la rencontre à Bouglès, ce n'est pas parce qu'ils avaient des problèmes, la base de l'Est. La base de l'Est, pourquoi ils ont des problèmes? Bouglès, il était lieutenant en 45. En principe, c'est le premier colonel, Mohamed Sherif de Shri'a, qui était des lieutenants. C'est les seuls qui étaient des lieutenants. Donc, ils avaient le droit, nos colonels. Donc, Bouglès Marouf, c'est un ancien du PPA, l'Askari, c'est un lieutenant de marine, le Besbi. Donc, il voulait le voir. Il voulait le voir justement parce que Abben, à peu près, avait cette façon de faire, avait sa marque. مع العلماء, on rencontre Bachir Ibrahimi, donc il voulait, même si qu'il غلط à peu près, il est poussé pour justement pour l'exécution, pour je ne sais pas la sanction sans jugement des messalistes et des berbéristes, alors que les berbéristes étaient aussi pour l'indépendance. Walakin Abben avait sa façon de faire, avait sa marque. C'est lui qui a ramené le JTA à la révolution. C'est-à-dire c'est son travail. L'ulama, le Parti communiste, même avec les gens à peu près, l'un des problèmes du congrès de la Soumam, c'est la rédaction faite par Omar Ouzgen, qui était à peu près cette déclaration 45, à peu près pour le châtiment exemplaire des Algériens impliqués dans les meurtres d'Européens. Donc, Abben s'est placé, c'est comme s'il s'est placé par un savoir-faire, ça. Mais c'est un doghalatat, parce que justement, il y a une certaine phraseologie qui ne peut pas s'appliquer à la révolution. C'est quoi la primauté du politique sur le militaire? Justement, c'est un État moderne, la primauté du politique sur le militaire. Nous étions en révolution, la révolution vietnamienne, il avait le caractère politico-militaire. C'est tout. L'homme est politique et militaire en même temps. C'est pour cela que Ho Chi Minh, il a dit, j'aime pas trop les stylos. Peut-être 2 journées les stylos et les autres journées Kalachnikov. Et c'est cette révolution, la révolution, le point d'orgue d'une révolution, ce n'est pas les discussions, ce n'est pas une association de philatélistes, ce n'est pas un débat, ce n'est pas une naqaba, mais justement la révolution, c'est compter les opérations, c'est les bombes, c'est les grenades, c'est les MAT 49, je ne sais pas, c'est ça la révolution. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais le problème aussi, la primauté de l'intérieur sur l'extérieur.
il se peut qu'une direction de révolution sorte. Nous n'étions pas les seuls. Les circonstances ont fait à ce que des ouamas quittent leur pays sur la base d'un conseil de leurs compagnons. يعني هم اللي يقولوا اخرج pour justement préserver la tête de la révolution. Parce que la révolution aussi, c'est un واحد. احنا ما عندناش واحد، عندنا بزاف. Et c'est pour cela l'indépendance, est-ce qu'on نقدروا نقولوا شكون شرعي في l'indépendance؟ On va pas passer à l'indépendance parce qu'il y a plusieurs événements. Justement, en revenant au CCE, عبان في اللقاء تاعو مع بشير الابراهيمي، même si que ما تنساش باللي العلماء même يقولوا واش يقولوا le seul ونعاودوها، ce n'est pas le seul اللي قبل الحرب التحريريه والكفاح المسلح سي العربي تبسي، سي لو سول في البدايه. العلماء سي عبان qui a ramené العلماء للثوره. On a fait une première émission, c'est l'Arbi, où il y avait un document qui est connu, hein, qui est la création du Front de libération algérien, signé par des membres de Oulema. Donc, on ne peut pas dire que les Oulema aient été contre la révolution, puisque dès le 17 février 55, oui. Ça, c'est le document dont vous parlez, ça a été signé par Béchir Ibrahimi en 1955. Le 17 février, exactement. 1955, là où même Ahmed a signé, بالجزائر العربية وتنتمي إلى الحضارة العربية, ils ont signé ce document-là. Mais en réalité, en vrai, c'est-à-dire sur le plan pratique, c'est justement fédérer ces gens-là, fédérer toutes les tendances au sein d'un front qui s'appelle Front de libération nationale. Le front, la notion du front a été bâtie par Abban. La notion du front a été bâtie par Abban. Bon, on ne va pas refaire le débat, on l'a déjà fait, mais il y avait justement le Front de libération algérien, qui a été une première tentative qui a échoué. On ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais il y a eu plusieurs tentatives d'union, justement. Et puis, après l'échec du groupe des 10, on les a appelés le groupe des 10, à ce moment-là, qui était au Caire, il y a cette deuxième tentative d'union dans la douleur, puisque comme vous dites, les berbéristes et les messélistes étaient exclus totalement de cette union-là. Donc, pour revenir un peu, c'est l'Arabie au rôle politique, parce que on va essayer d'arriver, parce que je pense qu'on n'a qu'1h30, on peut passer des heures, hein, même si c'est Sahabat Armdan, mais je pense que voilà, on peut passer des heures à discuter de cette passionnante histoire. Je pense que c'est Ammar a des petites contraintes. On pourra continuer, peut-être, on verra. Justement, c'est Ammar, justement, puisqu'on parle du rôle politique et donc du GPRA, hein, de l'arrivée du GPRA. Donc, on parle du 19 septembre 58, de l'arrivée de Farhat Abbas à la tête du GPRA. Donc là, on passe d'un schéma plutôt collectif, où on était 9, 12 membres du CCE, à un gouvernement, avec une tête d'un gouvernement qui est Farhat Abbas, qui est un homme politique très connu par beaucoup d'acteurs en Algérie et à l'extérieur, notamment des acteurs français, mais aussi il avait des relations assez prononcées, diplomatiques, avec beaucoup de pays. On cite bien évidemment sa relation privilégiée à l'époque du débarquement américain en Algérie en 1942, avec les représentants américains, notamment Robert Murphy, le manifeste du peuple algérien, qui était aussi un document qui avait été à l'époque, on dit qu'il a été aussi inspiré par cette relation privilégiée qu'il avait avec Robert Murphy. On parle du rôle qu'il a joué, Farhat Abbas, en mai 1945, hein, dès avril-mai 1945, et dans finalement les événements de mai 1945, qui l'auraient beaucoup secoué au point que, voilà, excusez-moi, ça a été coupé, on a eu une coupure du direct. Bon, ça arrive, c'est les aléas du direct. Voilà, il y avait Si Ammar qui nous présentait un peu le rôle, la dimension de Farhat Abbas. Je vous en prie, c'est Mohamed Amer. Oui, rapidement, pour ne pas trop parler. Donc, la dimension, moi je raconte une anecdote. J'ai dit tout à l'heure que Farhat Abbas était dans l'universalisme, c'est un homme qui était ouvert.
très, très marqué par les jeunes Algériens, mais aussi par... c'est bon? Oui, tout à fait, allez-y. Alors, une anecdote racontée par Ouamran, quand ils étaient à Tunis, et Ouamran, comme peut-être les militants de sa génération, pour eux, Farhat Abbas, Mtourni, مش عارف واش, et un jour, il va voir Farhat Abbas, ou le Cheikh, on nous a dit, moi, je te vois à 6 heures, tu rentres chez toi, tranquille, un très bon musulman. Ça, c'est pour, vous avez les stéréotypes. Les stéréotypes. C'était un homme de 100 ans. Il avait ses principes, mais il était ouvert. Donc ça, c'est pour beaucoup de gens qui connaissent pas, c'est-à-dire qui décontextualisent en parlant soit de Farhad Abbas ou de Messali ou là. Donc, c'est bien d'aller aussi voir dans cette histoire sociale comment était, parce que derrière ces grands personnages, il y a une vie, il y a l'être humain, il y a leur propre personne. Merci beaucoup, c'est Amr. Justement, on a parlé un peu de la dimension de Farhat Abbas et justement de sa dimension et nationale et internationale. C'est l'Arabie, justement, de ce point de vue-là, avec l'arrivée de Gaulle, donc ce que disait le professeur Amr, la France, à ce moment-là, opte pour, je dirais, une nouvelle stratégie, l'arrivée de la Ve République. Alors, De Gaulle octroie non seulement supprime les 2 collèges, mais enfin ça s'est fait un peu avant, mais en tout cas il était en préparation de prise de pouvoir en juin. C'est le 13 mai que les doubles collèges est supprimé, si je me souviens bien. Et De Gaulle fait un référendum pour et justement octroie aussi le droit de vote aux femmes en Algérie. Donc bon voilà, il veut justement gagner le temps. Le programme de Constantine est lancé, la réforme agraire qu'on a retrouvée dans les années 70 est lancée pour pouvoir récupérer la base du mouvement national, qui était finalement les classes, je dirais, les flahs et les gens qui avaient perdu leur terre. Donc, ces réformes-là, comment vous les voyez? On a un témoignage de Fares, qui a été la tête du gouvernement à ce moment-là, du comité exécutif, justement, qui après... Absolument. L'exécutif provisoire. Exécutif provisoire après le cessez-le-feu, qui a rencontré De Gaulle en 58, et De Gaulle lui aurait dit je suis pour l'indépendance de l'Algérie. Donc, comment vous voyez à ce moment-là la réaction du FLN à ce moment-là et l'arrivée du GPRA avec, bien évidemment, on peut voilà, je pense que c'est admis par tous, avec un rôle accru diplomatique du GPRA, puisque Farhat Abbas engage avec un certain nombre d'acteurs à partir du Caire une action diplomatique très forte pour pouvoir amener l'indépendance de l'Algérie, qui était déjà en gestation au sein d'un certain nombre d'acteurs internationaux. On parle des non-alignés avec le congrès de Bandung, d'un certain nombre de soutiens internationaux à la révolution algérienne, de la discussion de la question algérienne à l'ONU, des contacts avec les États-Unis, avec la Russie, avec le monde arabe, etc. Comment vous voyez-vous cette transformation, je dirais, de l'action politique et diplomatique de l'Algérie? On va en parler plus en détail sur le rôle du GPRA, mais cette phase-là, qu'est-ce qui a amené à ce moment-là à prendre la décision d'un GPRA, souvenons-nous, 3 mois, donc juin, septembre, après l'arrivée de De Gaulle? Justement, GPRA c'est à moi? Oui, je vous en prie, c'est là. Oui. Justement, la création de GPRA, c'est presque une réponse à De Gaulle. C'est comme si se montrer unis à travers une structure, à travers ce qu'on appelle une direction collégiale, une direction sous forme d'un gouvernement provisoire, en s'inspirant un petit peu de ce qui s'est passé, même en prenant mot à mot parfois de la structuration qui a été faite lors de
durant la Deuxième Guerre mondiale, lors de l'occupation de la France libre. Donc, déjà, c'était le Front de libération nationale, c'était Front de libération nationale, Front français de libération nationale. Ça, Comité français de libération nationale, oui. Ou je ne sais pas, c'est ça. Ouais. De toute manière, c'était à peu Comité. près, c'était un calcage. À peu près, même le Monde, à peu près, on a fait un article sur cette affaire-là, de Front de libération nationale, même du GPRA aussi, même le mot GPRA. De toute manière, c'était une réponse parce que tout simplement, De Gaulle est venu avec certaines réformes. Mais je ne sais pas s'il était pour l'indépendance, ça, je ne sais pas si Fers, il a témoigné. Il a témoigné. Il a fait un en 58. Oui, j'ai connu, étant donné, j'ai connu l'élément français de l'exécutif provisoire, je lui ai rendu visite à Paris, donc du côté de Magentana, donc c'était Roth Roger. Roth Roger était le premier membre européen de l'exécutif provisoire. Mais on a parlé de Gaulle, on a parlé de Krim, on a parlé de Ben Bella, on a parlé de son départ de l'Algérie parce qu'il est de Sédrata, il est né à Sédrata. Mais juste à un moment, je lui ai ramené la photo de la maison là où il habitait, qui est devenue Ittihadiyat al-Hizb. Je lui ai ramené une photo parce qu'il est né, ensuite il est devenu notaire, il est parti à Skikda. Et justement, la relation entre Fers Abdelrahman Abdelrahman, je pense, voilà. Abdelrahman Fers, qui est d'Akbou, mais c'est le premier lien, c'était le lien entre Roth Roger, qui était notaire à Skikda, et Fers Abdelrahman, qui travaillait chez un notaire à Akbou, à Kolo. C'est ça le lien qui a fait en sorte à ce que l'exécutif provisoire, même le FLN, accepte Roth Roger, étant donné sa position à peu près modérée vis-à-vis du peuple algérien, parce qu'il était maire de Skikda. Mais il ne m'a pas parlé de Gaulle qui acceptait l'indépendance. On a parlé de Gaulle proposait certaines réformes à peu près, le référendum en question dont vous avez parlé, et justement le GPRA, c'est justement une réponse à cela. C'est une réponse à cela, c'est-à-dire c'est que justement c'est pour cadrer De Gaulle, et voilà, parce que l'année 58 aussi, l'année 1958, et surtout après la mort de l'année 58, nous avons perdu 6 000 dans 2 mois, 6 000 moujahid dans 2 mois, au point où il y avait un accrochage entre celui du COM de Azzaba qui s'appelle Menjli, Ali Menjli, je pense, Ali Menjli, et Ibn Khadda, en lui disant ne te mêle pas parce que justement jusqu'à ce que Bengal arrête d'entrer parce que justement c'était 6 000 qui sont morts. L'année 58 a marqué vraiment une répression féroce. Mais surtout après la mort du colonel Jean-Pierre de la bataille d'Alger à Guelma, là où De Gaulle, il a dit depuis 20 ans, on a trop perdu. C'est l'action qui a fait pleurer De Gaulle. La répression a été, c'est-à-dire c'était un programme de contre-attaque, 59 avec la création de ce qu'on appelle la 11e choc qui frappait du côté de Tlemcen, du côté de Sebdou, du côté de Ghazawat, du côté de Oued-Chili, je ne sais pas, je ne connais pas la région, mais Oued-Chili. Ensuite, elle frappait, c'est ce qu'on appelle casser les tentacules du FN, elle a frappé du côté des frontières aussi, du côté de Bouhjar, du côté de Rinzana, du côté de Soukharas, puis elle revenait à Tlemcen. Mais la création de cette brigade de choc-là, puis l'installation aussi du général-major qui s'appelle Gilles à Constantine, démontrer aussi, c'est-à-dire montrer le vrai visage de De Gaulle. De Gaulle, il soufflait le chaud et le froid. Et c'est pour cela que on dit, je ne sais pas sûr de cette information-là, c'est pour cela que la création du GPRA elle-même répondait à cette obligation, à cette nécessité, en rompant d'une manière carrément brusque. Pourquoi c'est Farhat Abbas? Et puis, voilà un GPRA qui enlève, qui limoge, qui écarte Farhat Abbas pour ramener Belkhada sous prétexte que Farhat Abbas est trop mal, je ne sais pas, vis-à-vis de la France. Il est trop mal avec la France. C'est passé comme ça, cette affaire-là. Pourquoi on a enlevé Farhat Abbas? Il y avait des contestataires vis-à-vis de Farhat Abbas parce que je ne sais pas la position de Tao en 1947, mais on parlait d'un document, d'une lettre qu'il a écrite en 1946.
On parle aussi de Farhat Abbas, même si la grandeur de l'homme, personne ne peut y contester, mais on parle aussi d'une attaque frontale contre lui par ce qu'on appelle Znet Ireb, l'instituteur de Constantine, qui dirige le journal La Voix des Indigènes. Parce que tout simplement, justement, Farhat Abbas a attaqué Zneti parce que Zneti était pour ce qu'on appelle l'assimilation avec des droits pour les Algériens. Il l'a contre-attaqué justement en lui disant qu'est-ce que vous avez écrit le livre Le Jeune en 1930, c'était justement, c'était presque, justement, c'était presque une négation vis-à-vis de la société algérienne. Plus ce qu'a retenu contre lui Ben Bella, la position en 45 prête à équivoque, étant donné moi je suis de la région de l'Est et ma famille était un petit peu touchée par les événements, quoi, une partie a été décimée. Je connais le PPA, même mon grand-père était en PPA, je savais que c'est le PPA qui organisait, le PPA-NTLD, juste après l'expulsion, juste après la déportation de Messali El Haj le 23 avril 1945. C'est mon grand-père déjà qui me parlait de Messali El Haj parce qu'il aimait beaucoup l'expression populaire parce que Messali El Haj a créé le PPA en 37, mars 37, en avril, 27 avril. Voilà, 27 avril. 27 avril 1937, il est venu à Guelma. Il y avait beaucoup de monde, on lui a coupé l'électricité. Mon grand-père m'a dit Messali El Haj qui تقرب له كاين الهواء يضرب منه كما Messali El Haj était très respecté, يعني très respecté, et c'est le PPA c'était la permanence du nationalisme. يعني Messali El Haj je suis مع الناس اللي يقولوا ان Messali El Haj c'est le père du nationalisme algérien. C'est le père du nationalisme algérien et c'est le PPA. 45, c'est le PPA qui a fait ça. C'est le PPA. Même Hatta Bokadoum, je ne sais pas si le père de ce ministre des Affaires étrangères, Bokadoum, qui était fédéral du PPA Constantine, a fait l'organisation. Donc le PPA, parce que le PPA était très organisé, surtout à Sétif, à Guelma, c'était très organisé, c'est-à-dire tous les gens à l'intérieur de la ville, c'était les 16 000 musulmans, c'est par famille les contributions. À l'extérieur, dans les zones, c'est par Deshra les contributions. C'était vraiment une partie de cet argent-là a servi pour payer des armes en 1953 ramenées de Dahmani, de la région de Tunis. Donc, un angoul, les GPRA, pour résumer, GPRA, il y avait certes une nécessité de créer cette structure, même sur le plan diplomatique, parce que le message aussi de Gaulle aussi visait la sphère internationale. C'est très important. Il fallait aussi avoir des ramifications diplomatiques, à peu près des représentations, ce qu'on appelle des contacts. Il y avait beaucoup de pays, je pense 17 pays ou 18 pays qui ont accepté que l'Algérie, ce qu'on appelle créer ces représentations donc, dans ces pays-là. Il y avait l'apport de l'URSS. L'URSS aussi nous assurait même le transport jusqu'en Chine parce que Farhat Abbas a été pris par ailleurs la flotte pour aller en Chine. Mais de toute manière, l'avenue de De Gaulle, c'est-à-dire imposer ce qu'on appelle nécessiter une réponse en matière de structure, c'est-à-dire une réponse à la hauteur justement pour pouvoir ce qu'on appelle affronter son programme, surtout sur le plan international. Mais il a dit de l'indépendance, je ne sais pas, l'indépendance, je pense... On va peut-être, c'est pas, voilà, on va en parler avec Si Amar, peut-être qu'il a des éléments à ce niveau-là. Allez-y. Oui, justement, Si Amar, si l'Arabie parle du rôle diplomatique du GPRA et de la dimension de Farhat Abbas, notamment que c'était un leader politique connu à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi, et c'était probablement le plus connu. Il y avait Messali El Haj qui, avec son combat pendant des années, était connu dans la communauté internationale, mais Farhat Abbas aussi, c'est peut-être pour ça que le choix à ce moment-là a été opéré. Enfin, à votre avis, sur Farhat Abbas, souvenons-nous qu'avant le déclenchement de la Révolution, plusieurs personnalités politiques avaient été contactées, dont Barine, etc., pour prendre la tête de la Révolution au niveau politique. À ce moment-là, l'arrivée de Farhat Abbas, est-ce qu'elle était plus vue comme un rôle justement politique et diplomatique
pour pouvoir amener des soutiens internationaux à la révolution algérienne et entamer, en tout cas, entamer des négociations, enfin, continuer des négociations qui avaient dès le départ, il y avait des contacts, on parle de 55 au Amran, on parle de Khidr et Aït Ahmed à Rome et à Belgrade en 56, juste avant l'arrestation, leur arrestation en octobre. On parle ensuite de 57, d'autres contacts. Voilà, il y a eu des contacts continus, on fera peut-être une émission sur les négociations avec la France qui sont un élément intéressant. Et puis Farhat Abbas qui avait une relation peut-être très particulière avec De Gaulle, ou en tout cas avec le gaullisme, puisque lui, peut-être, était un membre de la constituante de 45, était pour la 4e République, et peut-être vu comme quelqu'un qui était peut-être voilà, plus hostile à une vision du gaullisme, qui a essayé, comme vous dites, de récupérer à ce moment-là les Algériens pour l'Algérie française, voire une certaine indépendance ou autonomie de l'Algérie avec un statut particulier des relations Algérie-française. Voilà ce qu'on a vécu dans le référendum par la suite. Globalement, comment vous voyez, vous avez parlé du FLN qui, malgré tout, avait une volonté politique de négociation, mais d'action sur le terrain. Est-ce que finalement De Gaulle n'avait pas la même stratégie, c'est-à-dire massacrer toutes les forces en interne du FLN et de l'ALN et se mettre en position de force pour négocier l'indépendance d'Algérie? Est-ce que vous voyez que c'est vrai que Abdelrahman Fares aurait eu ces contacts et aurait eu ce témoignage sur les intentions de Gaulle? Alors, De Gaulle, quand il arrive avec une feuille de route. Une feuille de route claire. D'un côté, arriver à terme à l'indépendance de l'Algérie, mais à l'indépendance, comme c'est le cas du Tchad, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire, comme c'est le cas du Mali, comme c'est le cas du Niger, c'est-à-dire Cameroun, Togo, c'est-à-dire on est en 2001, ce sont encore des pays dont une partie utilise encore le franc CFA et où la France est omniprésente, hyper présente. C'était ça l'idée, faire de l'Algérie un État vassal de la France. Mais comment y arriver? Il a utilisé trois tactiques, trois stratégies. La première, sur le plan psychologique, avec la paix des braves. C'est-à-dire, moi, je suis un militaire, je parle avec les militaires, avec les maquisards, pas de l'extérieur, ceux qui se battent. Là, ça n'a pas marché, mais je vais y revenir après. La deuxième. Il y a eu l'affaire Sissalah. Là, Mazel, c'est pas l'affaire Sissalah. Il y a une confusion. Je reviens. Là, on est en 58-59. Oui. Sur le plan économique, le plan de Constantine. Très intéressant, le plan de Constantine. Il faut lire les textes. Il faut lire qu'est-ce qu'il y a dans le plan de Constantine. Donc, sur le plan économique, mais aussi le fait de permettre à des Algériens d'accéder à des postes de responsabilité. Et troisièmement, qui est le plus important, sur le plan militaire, lui, il ne veut pas du FLN, ou bien il ne veut pas des gens du FLN qui s'arc-boutent sur l'indépendance totale sans condition. Il veut casser l'island plutôt. Il veut casser l'island, et tout à l'heure, l'Arbi Zouemi a bien expliqué, c'est un rouleau compresseur qui a vraiment beaucoup de moujahidines, un nombre très très important. Il faut lire les mémoires de Ali Kafi en Wilaya 2 ou de Dr Ben Salem, voyez nos armes, voyez où il explique ce qui était cette période où les moujahidines, Allah yarhamhum, tombaient comme des mouches. C'était très très dur. C'était la période la plus dure. Moi, je parlais avec le colonel Hassan, il m'a dit on est resté plusieurs jours sans manger. On mangeait le chiche tellement l'armée française était là. Donc le plan Chal, c'est les fameuses opérations pierres précieuses, jumelles et tout ça, turquoise, mais aussi les barrages Maurice, puis Chal. Et vous savez que les barrages ont été des cimetières pour les Algériens, des cimetières. Donc à partir de là, personne ne rentrait, ou très très rarement, très rarement.
sur 100 personnes, pouvaient passer. Et après, quand ça n'a pas marché, l'histoire de la paix des Braves, on va faire les cessez-le-feu locaux. Et là, c'est l'affaire Sissalah. Ça, c'est fin 59 jusqu'à juin, la rencontre de l'Élysée en juin 60. Donc, on voit bien pourquoi. Mais c'est quoi le but de faire? C'est de créer la troisième force. C'est quoi la troisième force? C'est les Algériens les Algériens et les Français, bien sûr, qui ne sont pas dans la logique des extrémistes français, l'OAS et compagnie, mais aussi qui ne sont pas dans la logique du FLN. Donc, on va créer une Algérie gaulliste, c'est-à-dire qui ne se reconnaît pas dans le FLN et bien sûr qui ne se reconnaît pas dans l'OAS. Et le jour, ça veut dire l'occasion d'imposer cette histoire ou ce plan, c'est décembre 60. Décembre 60, quand De Gaulle veut venir en Algérie, c'est pour que ce grand groupe d'Algérie, à l'époque on disait Algérie algérienne, Algérie gaulliste, va sortir et va accueillir De Gaulle et va accueillir cette Algérie nouvelle, façon de parler, et ça ne marche pas, parce que d'un côté, à Oran, les Français vont sortir, une partie des Français vont sortir pour dire Algérie française, et Alger, dans les autres villes, vont sortir pour dire Algérie musulmane, vive Farhat Abbas. Donc on voit bien qu'on était dans un plan purement politique. De Gaulle vient avec une stratégie fondamentalement politique qui s'appuie sur des stratégies catégorielles, donc économiques, psychologiques, militaires. Donc, on voit administrative aussi, parce que et aussi on donne le droit de vote aux femmes. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de femmes quand De Gaulle venait. Cette année, et là, on n'a pas, il nous faut des thèses sur rien que le GPRA, on n'a pas de thèse. Sur le Congrès national, on n'a pas de thèse. C'est pour ça qu'il faut vraiment que, Inch'Allah, je ne sais pas, pour le moment, ce n'est pas le cas, malgré que nous, historiens, on a écrit au président, et là, on va aussi répondre à Chiri bientôt. Il faut que l'université redonne à l'histoire, à la recherche historique, ses lettres de noblesse. Mes amis, je dois vous laisser parce que je dois ressortir avec le couvre-feu et tout ça et revenir. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup. À notre invité Sahaf Torah, Sahar Mdanek. Et je m'excuse. À vous aussi. Merci beaucoup. À très bientôt. On en fera une autre pour parler un peu de ce que vous venez de dire, pour détailler un peu tout ça. On va un peu continuer avec Silarbi, puisque lui, il a encore quelques temps avant le temps. Donc, on va continuer à papoter. Merci beaucoup, Silamar. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Donc, Silarbi, justement, donc Silamar pose un peu la stratégie, a priori, de Gaulle. Et justement, voilà, globalement, est-ce que dans ces stratégies-là, pour revenir au GPRA et l'arrivée de Farhat Abbas, c'était pas quelque part une préparation à une réponse à ces stratégies-là? Et comment vous voyez quelque part, puisque le principe de primauté du politique sur le militaire avait été justement un peu remis en cause par Le Caire en août 57. Est-ce que l'arrivée de Farhat Abbas a été un moyen d'un retour du politique, ou bien il était plutôt dans une action diplomatique, et que tout ce que la gestion de la guerre et la gestion des décisions stratégiques était malgré tout aux mains des colonels? Comment vous voyez l'arrivée de Farhat Abbas et finalement son rôle de président du GPRA? De toute manière, je peux vous répondre. Vous l'avez dit, je pense c'est dans un cadre purement diplomatique, c'est-à-dire c'est une réponse diplomatique. Juste pour notre collègue qui est parti, je pense Aït Ahmed Mohamed Yazid, c'était pour New York. Donc, parce que je suis arrivé à connaître exactement l'adresse de l'appartement qu'ils ont loué à New York, à peu près, qui servait de représentation du FLN. Ensuite, Ahmed est rentré, donc il a été kidnappé avec ses camarades.
Mais il y a un élément déterminant, c'est que vous avez parlé de 1942, justement. Je pense que c'est Farhat Abbas qui a rencontré quelqu'un responsable américain, parce que l'attitude américaine, à peu près, elle était favorable, à peu près, juste avec la guerre mondiale, elle était favorable à l'indépendance, quoi, c'est-à-dire à l'autodétermination du peuple algérien, donc de l'autodétermination. Mais il y avait aussi une contre-attaque franco-britannique aussi que il a actionné Churchill, de Gaulle, un petit peu pour ce qu'on appelle à peu près, c'est-à-dire pour chercher ce qu'on appelle à dissuader toute aide américaine aux indépendantistes algériens. En 1958, il y a l'élément américain aussi qui a ressurgi parce que n'oubliez pas que le GPRA a dénoncé le référendum à l'ONU. Donc, il y avait donc GPRA. Mais était l'élément Kennedy, le sénateur Kennedy, justement. Parce que ce que proposait De Gaulle aussi obéissait en premier lieu à des considérations internationales. Il y avait une guerre dans un pays, il y avait la question algérienne qui est arrivée aux Nations Unies en 1955, plus 56. Donc, ça répondait à ce qu'on appelle à des considérations internationales, même si je suis d'accord avec notre ami c'est Omar. C'est Omar ou c'est Ammar? C'est Amr, c'est Amr. C'est Amr. Voilà, Amr. je suis d'accord avec lui, justement. Certes, c'est que De Gaulle cherchait une troisième voie, c'est-à-dire un modèle à peu près médian, c'est-à-dire une tangente à peu près qui. Donc, il cherchait un modèle, mais le principe d'indépendance, je ne pense pas qu'il est. Le principe d'indépendance, c'est que lorsque De Gaulle c'est-à-dire, est devenu très convaincu, c'est-à-dire il est convaincu que sur le plan militaire, quel que soit qu'il a, il ne peut pas, parce qu'il a dit, c'est quelle que soit la technologie, quel que soit l'argent, quels que soient les moyens, c'est-à-dire la France allait perdre la guerre. Et à ce moment-là, c'était l'option d'indépendance, que certains, même un ministre du Golfe Persique, je ne sais pas, un émir du Golfe Persique, s'est mêlé aussi pour disserter علينا وقال لك باللي الثوره الجزائريه الاستقلال الجزائري عطاو لهم دي جول كان ذكر لو كاع تاع الشارقه جو سي با ان امير الشارقه وحاكم الشارقه تاع لي زيميرات لا بارلي الهضره هذه de toute manière le GPRA la création elle était rapide. Elle était rapide, même il n'y avait aucune explication. C'était justement la dissolution du CE et la constitution d'un gouvernement provisoire qui se composait de 18 membres. C'était une conférence de presse animée justement par Farhat Abbas qui président, qui l'a nommé. Est-ce que les 18 qui a nommé? On ne sait pas comment que ça s'est fait. Puis, Karim Belkacem annonçait aussi annonçait la création du gouvernement en Tunisie. À ce moment-là, même la télévision égyptienne et la télévision tunisienne ont repris cette déclaration-là. Mais aussi, il y a quelque chose qui c'est comme si le GPRA aussi, c'est un élargissement pour calmer certaines dissidences. Il me semble que c'est un consensus en nombre. C'est un consensus en nombre parce qu'il y avait une sorte d'apaisement à peu près et c'est comme si les gens voyaient beaucoup plus et d'une manière claire parce qu'il y avait un poste d'un président, de ministre, des ministres avec des portefeuilles, même si le chef des armées, qui était le chef d'État, le ministre de la Défense, qui était Karim Belkacem, était à l'extérieur du pays. C'est ça ma réponse, même si je suis un petit peu ce qu'on appelle en panne d'informations. Et je répète aussi que même s'il y a des études, même s'il y a des recherches à peu près, mais la révolution en elle-même, les documents du Wilaya, les documents de Tunis, les documents, c'est parce que nous nous sommes retrouvés aussi avec d'autres personnes après l'indépendance et
et on s'est retrouvé avec un nombre impressionnant de moudjahidines qui sont presque 400 000. C'est presque comme si on avait l'armée rouge, alors qu'en réalité, le nombre des moudjahidines, le nombre de l'ALN, des généraux de l'ALN ne dépassait pas les 46 000 en totalité, Oui. ceux que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, mais ils sont retrouvés avec un nombre énorme, plus aussi ce qu'on appelle l'affaire des mouzayifines qui ont pris le moudjahidines mouzayifines que dénonçait si Mlouk, le vieux Oui, truc oui, depuis bien sûr. 1990. Donc certainement la révolution a perdu certains documents et certains, je lis parfois certaines contributions, je lis certains livres reposés pratiquement sur des témoignages, si ce n'est quelques documents qu'on a portés à peu près d'Aix-en-Provence. Voilà. Justement, vous avez parlé, c'est l'armée du sénateur Kennedy. Vous avez vécu aux États-Unis, vous avez été accrédité dans un certain nombre de journalistes accrédités. Donc vous connaissez. Accrédité une seule fois, département d'État. Voilà. Ensuite, j'ai perdu l'accréditation parce que j'étais nomade aussi. Mais je continue à aller, malgré c'est le Covid parfois, donc c'est plus restrictif. Ouais. Mais je continue à aller parce que j'ai la moitié de ma famille là-bas. Et justement, c'est peut-être un regard intéressant que vous avez vis-à-vis de la relation, puisqu'on dit, vous avez parlé de Farhat Abbas, qui avait des contacts notamment avec, qui connaissait Robert Murphy, qui connaissait un certain nombre d'acteurs qui, à un moment donné, accompagnaient dans le côté politique l'armée américaine qui avait débarqué en Afrique du Nord. Justement, comment vous voyez à ce moment-là la montée, puisque Farhat Abbas avait ces contacts-là, qui sont connus, qui sont documentés. Comment vous voyez à ce moment-là le rapprochement de la Révolution avec ce pays-là, les États-Unis, à partir de 58 ? Et ça peut peut-être nous expliquer les relations difficiles que pouvait avoir à ce moment-là le GPRA avec De Gaulle, en tout cas, pourquoi le choix de la personnalité de Farhat Abbas, qui avait un passé politique tel qu'il ne pouvait que connaître ce qu'était le personnage de De Gaulle et la politique de De Gaulle. Comment vous voyez, vous, justement, cette action diplomatique du gouvernement provisoire et comment ces relations, je dirais, particulières ont favorisé globalement le rapport de force, puisqu'on dit que, comme vous dites, vous l'avez très bien dit, comme l'a dit Siam, la guerre a été terrible pour les moudjahidines de l'ALN et que à ce moment-là, le GPRA et en tout cas les dirigeants de la Révolution ont essayé et un redéploiement en France, à travers la Fédération de France, avec des actions armées en France, et un redéploiement diplomatique. Donc, comment vous voyez à ce moment-là l'arrivée du GPRA et le rôle de Farhat Abbas là-dessus ? Je n'ai pas une information sur une rencontre de Farhat Abbas avec les responsables américains en dehors de celle de 1942 lors de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'ils sont venus superviser le débarquement à Oran, plus à Alger, plus ensuite leurs troupes à Clermont pour attaquer du côté de la Tunisie et aller bombarder l'Italie. Mais je sais qu'il se peut que Mohamed Yazid a rencontré le sénateur Kennedy. C'est pour cela qu'à l'indépendance, justement, Kennedy a rencontré le ministre des Affaires, a rencontré Mohamed Yazid. C'était Mohamed Yazid, je pense, qui avait des contacts avec le sénateur qui coordonnait justement. Mais il y a une chose, c'est qu'il y avait cette position un petit peu, cette position exceptionnelle des États-Unis qui voulaient une Algérie indépendante. Parce que tout simplement, il y a quelque chose qui, dans l'histoire aussi, c'est que l'Algérie, au temps du deuil, a pris presque le 1/6 du budget des États-Unis en matière de fidya, de rançon. Et lors de la colonisation, ce qu'on appelle l'une des causes à peu près qui ont fait la quasi-war, ce qu'on appelle la quasi-guerre entre les États-Unis et la France, à peu près, les accrochages des Antilles à peu près, c'est l'Algérie parce que tout simplement les États-Unis
ont estimé que la France a mis, c'est-à-dire a mis sa main sur des sommes appartenant aux États-Unis qui constituent les rançons. La totalité des rançons ont estimé maintenant peut-être avec la valeur actuelle dans l'inflation, qui je pense que 9 milliards de dollars. Donc le total. Cette tendance américaine est née aussi le fait qu'il y avait un sentiment anti-français aussi au sein de l'administration américaine. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, dans les négociations, dans les trucs lors de la Deuxième Guerre mondiale, De Gaulle a failli être écarté. Même dans la rencontre avec le roi du Maroc, De Gaulle À Tanger, oui. avec le roi du Maroc qui lui a rendu visite, à Tanger ou à Casablanca, celle avec Mohamed El-Khamis, lorsque Roosevelt est venu au Maroc, De Gaulle n'y était pas. Il y avait, je pense, De Gaulle à peu près comptait sur Churchill, sur les Britanniques, sur ce qu'on appelle le cousinage franco-britannique à peu près pour se positionner sur le poste. Mais il y avait cette attitude américaine. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous allez à Internet, vous allez trouver que la CIA aussi a financé certains étudiants algériens pour leurs études. La CIA en France. La CIA a donné de l'argent, contrairement au Canada qui a contribué avec 16 millions de dollars pour l'effort de guerre français contre les terroristes FLN. Mais les États-Unis, la CIA, si vous allez trouver CIA, FLN, le FLN algérien, vous allez trouver cette... Donc l'attitude américaine, je pense que c'est presque, elle comptait sur l'Algérie. Et c'est pour cela que l'indépendance, c'est la première fois dans l'histoire américaine qu'un président américain fait un discours sur l'indépendance d'un pays. L'indépendance, et c'était le discours de Kennedy. Par la suite, c'était les erreurs de Ben Bella, parce que donc il a rendu visite, ensuite il a quitté, il est parti à Cuba à peu près, et ça a faussé plus la question palestinienne jusqu'à la rupture diplomatique de 1967. Mais ce penchant américain pour l'indépendance algérienne, il existait dans les années 50, et c'est comme si en 1830, lorsqu'on a dit au président américain, je pense Jackson, vous savez qu'Alger a été prise par les Français, il a dit how come, comment ça se fait? Parce qu'Alger était redoutable à peu près, et en 1787, on pouvait même mobiliser jusqu'à 200 000 hommes on the shield, comme ils disent, sur le champ. Donc c'était un État à peu près, si à jamais on l'entrait, on peut pas rester beaucoup de temps. Donc il a dit how come. C'est ça ce qui a été remarqué, qu'on voit à peu près dans l'attitude américaine, et c'est pour cela que la position américaine a été honorable vis-à-vis de la révolution algérienne, surtout. Bon, c'est surtout après la venue de Kennedy, le sénateur Kennedy aussi qui défendait, et après son élection comme président. Et il y avait des facilités aussi, de grandes facilités aussi, surtout le programme d'aide à l'Algérie. On avait ce qu'on appelle Shkaïra Bembella. Si vous vous rappelez bien, nous, on dit les sacs de Bembella. C'est la semoule et l'huile américaine. Et c'était dans des bidons un petit peu en inox. Et c'est écrit Hadiya min Sha'b al-Amriki, les Sha'b al-Jazairi, parce que l'Algérie, avec l'indépendance, c'était terrible. Il y avait même la famine et la maladie. Voilà. Donc, moi, j'ai des impératifs, moi aussi. Donc, merci beaucoup, c'est l'armée. Il est chez nous 5h53, il me semble. Donc, oui. Il y a 6 heures entre nous, vous et nous. Merci beaucoup, c'était un débat très intéressant. Espérons que je ne suis pas un petit peu, parfois, non, mais là, c'était l'occasion, puisque vous avez une connaissance très fine des relations algéro-américaines, puisqu'on a parlé de l'arrivée de Farhat Abbas, qui lui, pourquoi le choix de Farhat Abbas, qui avait eu, comme vous dites, un rôle pendant le débarquement, et puis on connaît les relations difficiles entre De Gaulle et les États-Unis, hein, puisque on sait très bien que les Américains avaient au départ privilégié Giraud, et que De Gaulle a dû beaucoup manœuvrer pour être à la tête de la résistance. Je pense qu'il a, c'est sa décision de ne pas adhérer à l'OTAN, c'est De Gaulle.
Absolument, absolument. Qui était aussi l'élément déclencheur de l'élément anti-français aux États-Unis et justement cette pro-algérianité exprimée surtout par certaines personnalités à ce moment-là, surtout le département d'État à cette époque-là. Voilà. Absolument. Bon, ce sera un débat peut-être qu'on va amener, on va essayer de mener sur le rôle du GPRA pour la prochaine émission. Merci beaucoup, Selarbi. Pour cet échange. Rendez-vous après Ramadan. Sahaf Torek, Sahar Ramadanek et Sahaïdek, puisqu'on se verra peut-être après Ramadan. Inch'Allah. Et voilà, à très bientôt. Merci aux téléspectateurs. Désolé pour cette coupure, hein, c'est des petits problèmes techniques et à une prochaine émission. Shukran jazilan. Merci beaucoup. Salut. Slama, merci. اختطاف الناس اختطاف واستعمال العنف والعمامة انتوما نسيتكم قصير القامة سلوها قبل ما تطلع الغرامة ما كاين خليفة لا خلافة يا ناقصين إيمان ونظافة صبرنا عليكم قلتو خوافة وخيمتو على ظهورنا معلافة خيمتو سكتنا 20 سنة كفاية خلاص الحفلة يا وجوه الغملة غريب طفيق عليكم الحملة والله ما نزيدو معاكم دقيقة سوا صندوق وحنا بالشقيقة عرفنا اساسكم تشيبة وسريقة وعلوكم ما زالها عميقة ما زالها روحوا 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 خير ليكم تروحوا دمي موندا باش تكملوا بيناتكم بارتي روندا كنتو العهد وماشي غير عهدة 20 سنة وانتوما القلة باردة حسبنا معاكم راكم رشقتو هنا وحدكم بيريمي القلاية واليوم الجيري وقفت على ضربة نساو رجال وشبان من كل جهة